Bonjour à tous, nous voilà à Pralognan-la-Vanoise, au restaurant donc Les Fontanettes, pour une nouvelle émission de Parcours de vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Cyril Godon, qui est coach, qui est le directeur d'une école de coaching qui s'appelle Elevatio, qui a un parcours de vie qui est vraiment extrêmement intéressant. Il est tellement varié, ça me parle vraiment beaucoup parce que moi aussi j'aime beaucoup les choses variées. Et donc on va pouvoir revenir sur tout ce parcours sur une bonne heure je pense parce que ça me paraît vaste. Moi je reviens souvent au début sur notre rencontre. Alors notre rencontre elle est par le biais en fait de ma meilleure amie qui me dit il faut absolument que je te présente Cyril, il est formidable, etc. et tout ça. Donc je dis ok, mais moi je mets toujours un petit peu de temps avant de faire les choses, tu vois. Et je te rencontre en vrai, comme on dit aujourd'hui, à l'AZ, c'est-à-dire l'Académie Zéro Limite à Paris, où elle m'avait emmené et on papote. Et je sais que tu lui fais 2-3 commentaires qui la font rigoler sur mon fonctionnement. Grâce à toi, je vais passer 2-3 bilans, 2-3 trucs et effectivement c'est cool. C'est pas la grande découverte, mais ça me confirme dans 2-3 choses de ma personnalité. Merci Cyril. Avec plaisir. Et donc, en fait, là, tu es à Pralo, à l'abréviation de Pralognan, pour des séminaires en fait, qui sont dédiés à ce qu'on appelle la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique. Tu en parleras, je pense, moi. Et donc, tu es là aussi pour nous raconter justement toute cette partie qui est toi. Alors, comment tu te définirais, toi, aujourd'hui ? Voilà, comment je me définirais? Alors, je suis à Pralognan, donc bon, je suis un amoureux de la montagne. Ça fait 10 ans que je viens là tous les étés. Là, dans le présent, c'est vraiment ce qui me porte. Au quotidien, moi, je suis coach en fait. J'accompagne plus particulièrement des jeunes. J'ai un gros engagement dans l'accompagnement des jeunes. Je suis aussi directeur d'une école qui forme des coachs. Et puis formateur aussi en particulier en programmation neurolinguistique. Après j'ai plein d'autres identités, de papa, d'explorateur, d'architecte, de bâtisseur, de plein de choses. Mais voilà, si je résume. On va parler informatique aussi. Voilà, d'informaticien aussi, j'ai oublié, ouais. c'est là, c'est quand même 25 ans de ma vie. Et encore un petit peu de hobby de temps en temps. Ouais. Ça c'est l'éclate quand même. Bon bref, alors nous on va repartir de il y a longtemps, tu vois, on va dérouler l'intégrale avec plein de digressions parce que ça va être compliqué pour moi aussi de ne pas partir dans tous les sens parce que c'est vrai que tes sujets sont imbriqués les uns dans les autres. Donc on va commencer, tu nais où et famille, tout ça Alors je suis né dans le Cher, à Bourges, mais en fait j'ai toujours habité à Vierzon quand j'étais enfant. Alors Bourges j'en connais avec le festival de musique. Vierzon, on connaît un peu avec la chanson de Brel et pour ceux des années 70 avec les bouchons qu'il y avait pour descendre dans le sud. Mais bon, c'est une petite ville un peu ouvrière qui a eu son heure de gloire au début du XXe siècle et après qui a surtout eu beaucoup de chômage. Donc voilà, c'est pas la campagne, mais c'est pas vraiment la ville non plus. Ton papa et ta maman? Parce qu'on parlait de déterminisme tout à l'heure, ce qui nous a Alors fait mon beaucoup rigoler. papa et ma maman, alors mon papa il est instituteur, il a voué toute sa carrière à l'éducation nationale, c'est un passionné, j'ai toujours admiré moi. Voilà, un grand bricoleur, grand jardinier, voilà, ça c'est mon papa, grand perfectionniste. Je stressais beaucoup quand j'étais petit sur les notes, etc. Bon. Et ma maman, elle est infirmière, voilà, elle a été toute sa vie, bon, qui a été un peu raccourcie, parce qu'elle est morte jeune, mais qui est vouée voilà, à l'hôpital et aux soins des autres enfants. Donc les deux dans le public et les deux dans l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Et ça va jouer parce que toi aussi tu accompagnes maintenant et tu as ce côté effectivement transmission. C'est vraiment très intéressant. Alors c'est curieux parce que c'est pas du tout gagné au départ, c'est venu vraiment sur le tard. Même si j'ai fait plutôt des études un peu techniques et scientifiques et quand j'ai eu 18 ans, j'étais en prépa et puis j'ai travaillé à l'hôpital. Je travaillais à l'hôpital l'été comme étudiant en brancardier, kiné, etc. Et là, j'ai eu un gros doute sur mon orientation parce que je pense que j'aurais kiffé être vraiment dans l'aide. J'adorais être aux urgences, moi. Dans l'immédiateté, le secours. Ouais, dans l'immédiateté du secours, ça a toujours été un truc qui m'a un peu suivi, l'intervention en urgence dans l'aide de manière plus générale. Mais dans l'aide de l'humain, voilà, j'ai retrouvé, mais bien plus tard, ça. Alors, ton collège, ça se passe comment? Alors, mon collège, il faut savoir que j'étais dans le même collège que mon père,
que c'était un petit challenge en fait, parce qu'il était toujours au courant de mes mauvaises notes avant moi. Enfin, j'en avais pas beaucoup, mais bon, je me rappelle d'un 3 en allemand, je sais pas comment j'avais réussi ça, mais j'aimais pas trop l'allemand. Et c'était pas très agréable en fait, même si du coup il y avait quelques passe droits avec le fils de l'infirmière et le fils de la prof de sciences nat en fait. C'était quand même, on était un peu chez nous, donc ça c'était sympa. Non, ça se passe super bien. Les Je suis sciences bon nat. élève, voilà, sauf les sciences nat, Nat. mais bon. Ok, donc ça se passe bien, premier de la classe comme tu me disais tout à l'heure. La relation à autrui. Ouais, moi j'avais des copains, ça se Mm. passe bien, je suis super timide, je suis pas forcément trop prendre la place dans le groupe, j'ai l'impression d'être parfois un peu décalé, mais bon, je m'en Mm. sors, enfin globalement je m'en sors en T'as fait des dans passions à l'affaire. côté, J'ai des passions. hormis la trompette. Non, la trompette c'est pas trop une passion, je vais faire du piano moi, mais bon ça prenait trop de place, c'était peut-être trop cher, je sais pas, en tout cas je me suis retrouvé avec une trompette, c'était pas trop mon truc, je fais du judo, j'aime bien le judo, j'en fais des années, jusqu'à avant d'avoir quelques soucis de santé, j'ai dû arrêter, c'était un grand drame en fait. Moi le sport c'est pas forcément une grande réussite finalement. Voilà, j'ai le judo, je fais la musique, j'aime bien, mais au bout d'un Mm. moment ça va pas. Après bon, un peu plus grand c'est des Ah. ordinateurs, voilà, donc Alors, là c'est ma grande passion, je tombe tu là-dedans parce commences que c'est comment? un univers qui m'est totalement ouvert, où je peux faire ce que je veux, quand je veux, il y a nos limites en fait, Mm. donc ça je kiffe bien. Surtout je suis un grand passionné de pêche. Donc voilà, je passe beaucoup de temps au bord de l'eau, à la pêche, parce qu'à la fois je suis un peu introverti, j'aime bien la nature, j'aime bien être au calme, et il y a aussi quelque chose que je partage avec mon père, donc Mm. voilà. Et donc, lycée d'abord. Enfin, lycée, je pense que Alors lycée et lycée, je m'en vais au ordinateur. Ouais. lycée technique, donc ça c'est un grand truc, parce Bien. qu'après tous mes copains, moi, il n'y a personne qui a été Mm. au lycée technique. Moi je vais au lycée technique faire un bac E, parce que le lycée de Vierzon c'est un bon lycée, qui est assez renommé, et puis surtout je ne veux pas faire de sciences nat, donc J'ai c'est compris. le meilleur moyen de ne pas faire sciences C'est nat quoi? à cette époque-là, c'est d'aller faire un... Alors eux c'était l'équivalent du bac C à l'époque, donc bac scientifique, Mm. mais composante technique. Donc on remplace la science nat et puis je sais pas quoi d'autre par bon, plein de trucs techniques et plein de dessins industriels. Ça fait que je vis ma vie en 3D. Moi j'ai toujours aimé ça, voir les choses en 3D et voilà. Et ce que tu aimes, c'est construire aussi. Ah ouais, Et alors les là du coup je architectures. construis plein de Ouais. trucs, voilà, je teste plein de choses, la céramique, de l'électrotechnique, de la fonderie, de la chaudronnerie, enfin voilà, je fais plein de choses différentes que j'aime bien découvrir. Et puis voilà. Pas mal. Le Ah, lycée, ça se passe bien. ça se passe bien. Et puis voilà, Ok. Mais l'informatique va quand même jouer un sacré. Ouais, Je bah trouve après, pas le là, mot, ça, mais. c'est les débuts de l'informatique, c'est Ouais. au lycée, et ça reste quand même un peu marginal, parce que à cette époque-là, on ne fait pas d'informatique vraiment au lycée, quoi. Mm. En fait, c'est juste le début, j'en ai fait en prépa, donc Ah, parce que plus après, tard, ouais, en fait. c'est ça. Donc, t'as ton bac, ok, nickel. Et ensuite. J'ai mon bac, et là, en première, j'ai un prof de français, un prof de maths qui me dit « Ah, je vous verrai bien en prépa à Tours ». Et alors moi, je n'ai jamais imaginé que je pourrais aller ailleurs que dans la prépa du lycée technique et aller aux arts et métiers, en fait, qui était le boulevard. Et je me mets ça en tête, en fait, que comme j'adorais ce prof, en fait, que j'allais faire un dossier pour aller à Tours, et me voilà parti à Tours. Mais alors là, c'est la grande aventure de sortir de la Cambrousse, en fait. Aller dans une grande ville qui est... Bon, c'était pas Paris, mais voilà, c'est une grande Ouais, ville. et début de la liberté. Ah ouais, c'est le début de la grande liberté. Alors un peu de la... Je me rappelle mon arrivée à Tours. Hein, je pense que le dortoir était napoléonien, le parquet devait dater de Napoléon à peu près. Parce qu'il y avait 40 lits alignés, je me suis dit comment je vais survivre dans ce truc-là. Mais bon, finalement, j'ai survécu Ok, en prépa, quoi. ça se passe comment? Donc, tu fais tes 2 ans. Ah, je me fais des super amis. Ok. Je galère, mais je me fais... Parce que là, le niveau, c'est un autre niveau, en fait. Et donc, je suis vraiment challengé. J'ai des profs qui sont vraiment challengeants. Mais bon, T'apprends plein de trucs. j'apprends plein de trucs, je ne sais pas trop ce que je veux faire. J'ai envie d'aller faire des travaux maritimes, je ne sais pas trop pourquoi, parce que j'aime bien construire des choses et j'aime bien la mer. Donc, je vais faire travaux maritimes. C'était une option en fait militaire, des travaux publics. Et comme j'ai été exempté pour des raisons de santé, bah, je ne peux pas faire travaux maritimes. Et, voilà. Et du coup, je vais finir au concours à faire des télécoms et de l'informatique à Brest.
Donc finalement, je vais construire en virtuel au bord de la mer. Alors, Là, c'est encore en plus de liberté. donc, Encore plus loin. tes réformes, ça t'aurait plu l'armée ou pas? Enfin, de rentrer dans ce cadre militaire ou pas? Eh ben, j'ai toujours été passionné, moi. Mm. Là, j'ai une passion, en fait, c'est voilà, d'étudier des moments de guerre, en fait, de conflits Mm. dans l'histoire. Je suis un grand passionné de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier. Et là, en ce moment, écoute, je suis assez passionné de ce qui se passe. Je suis beaucoup de ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine. Mm. Et c'est toujours été un peu ambivalent, cette histoire avec l'armée, parce que je me retrouve un peu exempté. En sachant pas trop comment, parce que enfin, voilà, c'est un peu bizarre comment ça se passe avec l'histoire familiale. Et ouais, il y a une sorte de regret. Bon, après, ça m'a gagné du temps, j'ai gagné 1 an. Ben oui, puis J'aurais pu faire des choses, je découvre pour des choses assez sympas à l'armée, en fait, dans la vrai. sécurité, dans les services secrets, etc. Mais bon, voilà, c'est une non-rencontre qui aurait pu se faire et qui s'est pas faite. Ok. C'est comme ça. Et donc c'est ce moment effectivement difficile dont on parlait là précédemment sur ta maman qui a par transfusion à l'époque eu le sida. Ah ouais, ma maman, elle est transfusée. Alors, je sais pas si c'était 83 ou 85, je me rappelle plus très bien, mais elle a dû avoir un des derniers paquets de sang contaminés. Et du coup, elle a le sida. Moi, ce que je ne sais pas pendant des années, parce que je l'ai su quelques mois avant sa mort, en fait. Alors que j'étais étudiant en Bretagne. Hein. Et voilà, c'était assez particulier, mais du fait que c'était décrit en tant qu'anomalie sanguine, etc. Donc toute la famille, enfin à ce moment-là, ils ont trouvé des anomalies sanguines dans la famille. Donc du coup, j'ai eu plein de tests, j'ai servi de cobaye et tout. Au niveau du sang, c'est là qu'ils avaient vu que j'avais une anomalie en fait. Ils se sont dit, on prend pas Et, dans le doute. et à l'époque, l'armée, moindre truc, c'était C'est vrai qu'à compliqué l'époque, pour eux. ouais. Ils ont dit, ok, anomalie, on prend pas de risque. S'il est sur un terrain d'opération et qu'il saigne, hémophilie et tout, donc voilà. Ah, mais tu es quand même vachement résilient parce que donc, après la prépa, tu vas continuer à avancer parce qu'il faut et tu vas intégrer quoi? Alors moi, du coup, j'intègre Télécom Bretagne, qui est une grande école de télécom du concours des mines, en fait. Voilà, c'est une belle réussite pour moi, je suis assez content parce que c'est l'école dans laquelle j'avais envie d'aller. T'apprends quoi là-bas? Ah, j'apprends plein de choses. J'apprends à faire plein de choses en associatif. J'apprends à développer des logiciels hyper complexes avec la junior entreprise. J'apprends à gérer un bar et à organiser des soirées qui font la concurrence à toutes les boîtes de nuit de Brest. Voilà, il faut les gérer, la SACEM, etc. J'apprends plein de choses, puis un peu d'informatique. Je sais pas, j'ai fait des cauchemars, je crois, pendant 20 ans derrière, après mes études, en me disant gérer la nuit, je savais pas trop quel était le sujet du devoir le lendemain. Enfin, c'est assez bizarre. Pour moi, c'est assez un miracle que j'ai réussi à avoir mon diplôme. Alors que mes copains disent, je m'en suis plutôt pas mal sorti. Je me casse les 2 bras. En organisant une soirée, je tombe d'une échelle de 8 mètres de haut. Je finis à l'hôpital, les bras en miettes et plâtres, comme ça, pendant des semaines. Voilà, c'est une grande aventure pour moi, mon école d'ingénieur. Voilà, j'ai appris plein de choses. Que tu réussis et après Ouais, je le grand bain. Et après le grand bain, un peu particulier parce que au moment quand je sors moi sur le marché du travail, ma mère décède. Et les derniers mois ont été assez compliqués. Déjà, j'ai appris assez tard que c'était le sida et elle ne nous disait pas. Et puis bon, voilà, c'était vraiment traumatique. J'ai mis des années derrière à faire le ménage là-dedans. Donc c'était un peu compliqué. Dans une année 93, qui est la seule année où il y a vraiment un creux sur le marché du travail. Donc voilà, c'est vraiment un démarrage un peu particulier. Mais bon, finalement, je me trouve voilà, un poste sympa dans une boîte dans laquelle je voulais vraiment travailler. Et puis la partie à Paris, où je ne sais pas pourquoi je suis atterri à Paris. J'y suis toujours après 25 ans, mais j'avais, je pense, aucune vocation à être parisien. Et pourtant, des fois, la vie fait qu'il se passe des choses qu'on n'attendait pas trop. Voilà, j'ai vraiment fait une carrière dans l'informatique. Et alors, très, donc, très variée. on va parler plein de choses. Donc là, tu commences avant de passer chez Orange. Parce que je commence chez Sun Microsystems. Sun Microsystems, c'était génial. Pour cette époque-là, il faut voir, c'est un constructeur informatique californien qui a vraiment apporté énormément et qui était... c'était vraiment le Graal, quoi. C'était la référence. Et moi, je voulais aller travailler chez eux, faire de la recherche à Grenoble au niveau de la... Et ils prenaient que des seniors et ils m'ont dit, on vous propose un poste à Vélizy dans le support. Bon. Alors, tu as fait quoi en support? J'ai tout appris de comment ça marchait. Je faisais du support logiciel et j'ai dépanné
enfin, je gérais plein de grandes banques. Mm. Enfin, à l'époque, ça, c'était voilà, c'était vraiment un constructeur. C'était quand même assez costaud comme matériel. Donc, Oui, c'est vrai. je me rappelle, je faisais de l'astreinte. Je me rappelle une banque qui a appelé à 4 h du matin. Il faut venir nous réparer la machine si on la fout sur le trottoir, etc. C'était rigolo. Moi, j'avais un an d'expérience. Je gérais des trucs comme ça. Donc, c'était vraiment sympa. Ça m'a fait faire des voyages en Californie, aux US, voir la R&D et tout. C'était intéressant. Voilà, c'était mon début de carrière. Ok. Tu restes chez eux combien de temps? Bah, je reste pas chez eux très très longtemps parce qu'en fait je fais vite le tour hein, et je m'ennuie un peu Alors au c'est ça support. ta caractéristique aussi, Ah, moi je fais qui est vite la le mienne un tour. peu, c'est Ouais. qu'il faut que ça bouge, enfin il faut qu'on voit beaucoup de choses. Ah mais moi je vais très vite moi. Ouais. Tout ce qui est nouveau pour apprendre, enfin, ça me passionne donc je fais vite le tour et à un moment je m'ennuie. Donc si ça bouge pas vite et eux ils avaient un truc comme quoi au support il fallait rester 3 ans quoi. Mm. Et moi j'étais déjà senior au bout de 9 mois quoi. Et donc bon après j'ai fait des choses mais là j'avais rencontré un gars qui travaillait, qui était le responsable informatique interne, il voulait que je bosse avec lui, j'étais super motivé et lui il se fait débaucher par Elis, leader de la blanchisserie. Alors si on prend la Sun Microsystems, c'est vraiment le Graal des constructeurs informatiques et la blanchisserie, on a les deux extrêmes de ce qui peut... Enfin c'était vraiment rigolo. Et il me dit bah, j'ai besoin d'un architecte pour tout construire l'infrastructure de nouveaux systèmes d'information de la boîte. Et voilà comment je suis passé de la... L'informatique pure et dure. Ouais, célèbre constructeur informatique à la blanchisserie. Ouais, t'apprends J'avais plein un de bureau trucs. dans des douches en fait, C'est génial. à côté de la chaudière et quand ils venaient mettre du gasoil, des fois ils m'en foutaient partout. En fait. C'était assez curieux, mais je me suis amusé. Ouais, c'est ça. Enfin, moi j'avais 1 an et demi d'expérience et j'ai construit un système d'information. Il y avait sur 100 sites, enfin, c'était Un gros truc. c'était un énorme Lego, je faisais ce que je voulais et je construisais le truc, donc c'était vraiment génial pour moi. Et je me suis vraiment amusé pendant 2 ans et demi jusqu'à temps qu'on ait fini de construire le truc. Bon, puis après, ça a été externalisé et tout. Voilà, je me suis retrouvé à faire autre chose. Ce qui est important, je pense, et plus ça avance, plus c'est ça, c'est s'amuser. Ah, moi, Alors ça, il faut. moi je suis passionné, j'essaye de comprendre et puis mon truc, c'est d'aller explorer les limites. Donc, j'essaye toujours de voir si on pourrait faire mieux. Et là, par exemple, chez eux, ils avaient un enjeu de 100 sites. Comment on maintient 100 sites sur toute la France quoi? Le jour où il faut aller faire une maintenance, il faut se promener dans toute la France, ça prend un an, 6 mois. Quoi. Moi, j'ai tout fait à distance. À l'époque, il n'y avait quasiment pas d'internet, des petits bouts de modem et tout. J'étais juste chez moi, j'appuyais sur un bouton et puis hop, ça se faisait tout seul. Même chez Sony, ils n'avaient jamais vu ça en fait. Donc moi, voilà, c'est ça qui me passionnait, c'est comment aller plus loin que là où les autres vont. Je pense que j'étais explorateur, pionnier dans un autre un côté temps. d'innovation, toi, clairement. Et c'est pour ça que j'adore la montagne, parce qu'il y a toujours derrière le col quelque chose d'un peu plus loin où je pourrais aller au-delà de mes limites ou au-delà des trucs où quelqu'un n'a pas été, etc. Donc je suis vraiment, je suis un explorateur bâtisseur, je suis un pionnier en fait là-dedans. Puis bon, une fois que j'ai planté mon drapeau, je fais 2-3 trucs, etc. Ça m'appelle d'aller voir autre chose, plus loin. Voilà. D'ailleurs, à propos d'aller voir autre chose, donc tu termines effectivement l'infrastructure et après Et bien après, je me retrouve je suis embauché comme expert. Alors après, je passe dans la banque. Alors c'est marrant parce que de la tour de la Société Générale où j'étais, je voyais quasiment mon ancien bureau dans un truc qui ressemblait à rien. Et c'est les tours de l'SG, les plus classes de la Défense. Et je me retrouve là, vendu une fortune à la journée. Je ne suis même pas au début, j'ai rien à faire, je n'ai même pas d'ordinateur. Mais je suis payé une fortune. Enfin, moi, je suis payé ce que je payais, mais ma boîte facture une fortune pour faire des trucs. Je fais plein de trucs, puis en fait, ils suivent jamais trop ce que je dis. Je sais pas trop pourquoi. Au bout d'un an, je me dis bon, c'est bien, ça va l'air sympa, mais je n'ai pas l'impression de contribuer à grand chose. En tout cas, ça me paraît. Voilà, je fais ça un petit moment. J'interviens dans mon expertise pour aller gérer des gros systèmes hyper sécurisés. Et puis, j'ai l'opportunité d'aller plutôt faire des ressources humaines. Et je me retrouve c'était l'époque où c'était compliqué, 99-2000, de recruter des consultants en informatique. Et donc, je gérais 70 consultants. J'étais assez jeune, mais je gérais 70 consultants en prenant soin d'eux, pour pas qu'ils s'en aillent en fait. Et donc, je passais mon temps à les augmenter, à savoir où ils allaient en formation, ce qu'ils voulaient faire, etc. Et j'adorais ça. c'est génial. Oui, et ça, c'était un peu le début de prendre soin et d'aider d'aider les gens à trouver leur place, à se développer, à révéler leur potentiel, etc. Et je fais beaucoup de recrutement, je me vais au Québec, recruter, etc. Et j'adore ça, et j'ai fait ça pendant assez longtemps, et j'aurais fait ça très longtemps en fait.
parce que j'étais vraiment au bon endroit, jusqu'à temps dans l'informatique, tous les 2 ans on était racheté. Donc on est racheté, changement d'organisation, puis ce poste n'existe plus, donc je me retrouve à faire d'autres choses. Je pars dans la bulle internet. Au moment où elle éclate, c'est une bonne idée. Ouais, c'était ça, J'y suis resté, mais en fait, je crois j'ai fini ma période d'essai et le lendemain, ça a éclaté, un truc comme ça. Ce qui fait qu'après ma période d'essai, j'ai ma période de licenciement. Donc en fait, dans cette boîte, j'étais en période d'essai et en licenciement. C'était vraiment rigolo. Et puis voilà, après, je redémarrais des offres, etc. Après, je construis autour des SAP. Là. L'ancien patron me demande de construire un truc, je me trouve un truc génial, puis ça dure 2 ans parce que c'est racheté après, puis après du coup on me dit tu peux faire autre chose. Toute ma vie on m'a dit tu peux faire autre chose. À chaque fois j'étais bien à l'endroit, on m'a dit ah toi tu sais faire plein de choses, tu devrais faire autre chose. Et voilà. Donc c'est comme ça que je passe d'un truc à l'autre. Comment tu as vécu l'émergence d'Internet? Parce qu'après on va passer au big Ah data. bah moi, et tout ça. moi l'émergence d'Internet c'est moi. C'est-à-dire que je suis en 80, je commence mes études en 90, et là, je découvre le mail, donc on peut échanger des mails. Et c'était clé, on va chercher des jeux, on co-développe des choses, etc. Mais c'était tout le début, il n'y avait même pas le web encore dans les années 90. Ça vient tout juste après, c'est tout le début. Le premier truc, c'est vraiment le mail. Et je me rappelle, donc après je sors, je vais chez Sun Microsystems, voilà, forcément on est connecté au monde en fait. Et quand j'arrive dans la blanchisserie, il n'y a pas de mail. Je ne m'étais pas rendu compte de ça, que dans la blanchisserie, il n'y a pas de mail. Et on se regarde avec mon copain, on dit mais on ne va pas survivre en fait. Donc le premier truc qu'on a fait, on a fait acheter un modem et pris un abonnement pour se connecter au mail. Et là, il y a eu un truc qui était intéressant, c'est qu'on ne le disait à personne, c'était juste pour l'équipe informatique qui utilisait. Et un jour, quand on regarde ce qui se passe comme mail, on se rend compte qu'il y a des gens du métier qui commandent des draps et du tissu en Chine par mail. Et on ne savait même pas que c'était possible en fait. Et sans qu'on ait rien dit. Et c'est pour moi, c'est vraiment le truc qui dit c'est le début d'Internet, c'est quand ça sort de la technique en fait. Et pour du métier, il commence à y avoir un usage international de ça. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment le début. Et voilà, c'est vraiment le mail qui pour moi est le plus symbolique de ça. Okay. Après, il y a eu le web, etc. C'est venu petit à petit, mais vraiment le mail en fait. Ok, tu termines la blanchisserie, enfin tu termines toute cette période-là ultérieure, et à un moment, effectivement, il y a Orange. Alors après Orange, en fait, je rentre pas chez Orange. Moi, j'ai un moment, c'était CGI, quand ça a été racheté par CGI, une société de service. Je pars dans une PME où j'ai un ami qui travaille pour aller. J'ai l'impression que j'allais construire quelque chose, puis en fait pas vraiment, mais je m'en suis rendu compte qu'une fois dedans, c'était un peu compliqué pour moi. Mais voilà, je travaille dans une PME qui fournit des postes de travail virtuels, donc c'est le début de la virtualisation, pour des usages assez particuliers. Et je vais faire du conseil. Donc je fais du conseil pendant un moment autour des technologies de virtualisation. Donc là, c'était vraiment tout le début de la virtualisation, avant qu'on parle de cloud, etc. Mais ça, j'ai vraiment vécu d'un expert de ça au démarrage de ces technologies-là. Ouais, tu as créé des clouds, enfin tu as accompagné. Ah oui, moi j'étais là, j'allais voir des sociétés, j'étudiais vraiment leurs usages métiers, mais vraiment je rentrais dans leur métier en fait, pour voir dans les usages nomades, etc. Ou dans les vraiment de l'utilisateur jusqu'au vraiment data center, pour aller proposer des transformations en intégrant des technologies de virtualisation. Ce qui est bien, toi, c'est que tu écoutes les gens et tu proposes des solutions. Et ce qui est le cas j'ai adoré, moi, écouter les gens. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours... j'adorais à l'hôpital, j'ai fait plein de postes. Mais à chaque fois, dans la blanchisserie, je trouvais ça génial, quoi, comment ils travaillaient. J'allais voir dans l'usine, comment ils faisaient. J'ai toujours été intéressé par ce que fait chacun, en fait, dans son activité. Donc là, dans ces missions de conseil, j'ai travaillé pour tous les types de boîtes, dans des associations qui s'occupaient d'handicapés, dans de la santé, dans de la chimie, dans de la banque, dans absolument tout, en fait, et aller voir concrètement comment ils faisaient, en fait. C'est-à-dire avec les gens à côté d'eux, en fait, pour voir ce qu'ils faisaient de leur ordinateur, comment ils discutaient avec leurs clients, etc. Et pouvoir optimiser les choses. Quand je t'écoute, ce qui est très amusant, c'est que je vois comment ça se tisse, en fait, sur l'analyse de la machine humaine, l'écoute et la proposition de solution, ce que tu fais aujourd'hui d'ailleurs en PNL, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est vrai que tout se lit depuis tout petit, c'est quand même très très intéressant de voir comment tout s'imbrique. Ah oui, mais on le voit c'est vrai qu'on le voit qu'à posteriori, c'est ça qui est intéressant dans les trajectoires. Et c'est ça aussi, moi aujourd'hui je fais beaucoup de travail sur le sens, la mission de vie, etc. Aller donner du sens à son histoire
ça confirme le fait Oui. qu'on est dans la bonne direction, parce que souvent on voit à quoi j'aspire, mais quand le à quoi j'aspire, il a du sens avec toute la trajectoire, ça c'est vraiment intéressant, ça confirme le bon truc, quoi. Et hop, tu vois, transition, tout amené sur un plateau. Orange, question de sens, transition. Parce qu'on y arrive. Alors le sens, ouais, à un moment le sens, enfin c'est bien, je fais de la technique et je suis beaucoup dans je suis capable de. Oui. On m'a souvent dit ça, ah tu devrais faire ça parce que tu es capable de. Enfin la capacité ça n'a jamais donné de sens, hein. Enfin moi je suis capable de plein de choses parce que je suis passionné partout, donc il suffit d'observer, passer du temps et puis on apprend. Ça c'est pas la question. Et là je suis passé à un moment où en fait ça me nourrissait pas vraiment. Oui, je comprends. C'est-à-dire, ok, je faisais des trucs sympas, allez, un petit truc sympa, un partage sympa avec des clients, des collègues, etc. Puis bon, après, ok, d'accord, mais so what, quoi. Et ça a été assez compliqué pour moi. Et là, ça perd de sens, ça dure un moment, etc. Puis je fais un burn-out, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Moins tu nourris tes trucs importants, plus à un moment, tu es obligé de forcer, et puis à un moment, ça a de moins en moins de sens, puis tu forces de plus en plus, puis il y a de moins en moins de résultats, et tu te retrouves en incertitude et en insécurité, en fait. Ouais. Et je me retrouve là, et avec tu sais, à un moment que quasi, j'arrive plus à aller au travail, en fait. Ça n'a pas de sens pour moi, quoi. Je suis en pleurs, j'ai envie de rien faire, etc. Donc burn-out, dépression, qui va s'enclencher sur une dépression existentielle qui va durer un sacré moment, parce que même si je reprends le travail, j'arrive à maintenir le truc un peu, parce que j'ai pas de réponse, quoi. Pour le coup, c'est bien. Enfin, je vois le médecin qui m'arrête, après je vois un psychiatre qui me donne des médicaments, qui m'arrête, Ouais, mais t'as toujours pas la réponse, qui m'écoute. qui est déjà bien. Je sais pas, j'ai un psychiatre, elle devait être lacanienne en fait. Je sais pas, elle me racontait rien, je causais, puis je repartais chez moi. Au bout d'un moment, je me dis, ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup, je vais essayer d'en trouver un autre. Je trouve un autre, bon, elle me causait un peu. Mais bon, ça ne portait pas grand chose. Et ouais, je passais un long moment comme ça. Et j'y repense avec attendrissement, quoi, et compassion, mais sur le moment, c'était pas très cool. Ok, comment t'en sors? Comment j'en sors? Eh ben, un jour, je me dis que ça mérite pas vraiment. Et je considère sérieusement l'idée de me suicider. Je me rappelle, j'étais chez mon père, il son fusil, son truc. Ouais, ça aurait été un peu gore, mais enfin bon, voilà. Je fais l'exercice intellectuel du truc de me dire, ok, le fusil il est pas loin, comment je ferais, etc., etc. Et il y a un moment, je me dis, bon, il me s'est passé un truc un peu bizarre. Je me dis, est-ce que tu te donnes le droit? Et je me dis, ouais, je me donne le droit. Okay. Et là, il s'est passé un truc bizarre, c'est à partir du moment où je me suis donné le droit de le faire, je me dis, finalement, tu pourrais pas essayer d'autres choses, tu pourrais te donner d'autres droits aussi. J'ai compris. Et tu peux le faire maintenant ou plus tard finalement, puisque tu te donnes le droit. Et le fait, j'ai trouvé, et ça m'est arrivé d'accompagner plusieurs fois des personnes qui étaient en réflexion, en pensée suicidaire. Et à chaque fois, le fait de donner le droit, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, parce que ça, du coup, il n'y a plus de pression. Si on se donne le droit, on peut faire d'autres choses. On a le temps en fait, on peut faire autre chose. Puis c'est pas très grave. Si c'est vraiment douloureux, on pourra toujours le faire plus tard. Et là, je me dis, j'ai un pote qui m'a dit que qui m'avait conseillé d'aller voir un psychologue qui connaissait et tout. Je sais pas pourquoi, je le sentais pas trop. Je dis, je vais faire ça coûte pas grand chose. Et voilà comment j'ai rencontré une fille vraiment géniale, en fait, une femme absolument géniale. Qui m'a accompagné. Au début, je faisais beaucoup de gestalt, c'était dans les émotions. C'était pas un truc sur lequel j'étais très fort. Et ça, pour le coup, ça me faisait vraiment du bien, quoi. Et voilà, après, on a abordé un sujet via mon frère qui a mis un truc au milieu là, autour du fait d'être surdoué. Et ça a été un grand truc que j'ai exploré, qui m'a fait énormément avancer, pour le coup, en termes d'exploration, qui a mis plein de lumière sur petites choses qui s'est passées quand j'étais petit, enfin voilà, des trucs un peu bizarres sur mes sauts de classe qui avaient été compliqués à gérer. Enfin voilà, ça c'était un grand truc qui m'a amené dans une démarche de développement personnel. C'était cette idée identitaire, parce que être surdoué, c'est être ou ne pas être, et du coup, il y a tout plein de questions identitaires, et l'identité, ça s'appelle le développement personnel. Et c'est ça qui a enclenché en fait plein de choses derrière. Parce que donc je rencontre dans un forum de surdoués auquel j'avais adhéré et que j'ai changé, je rencontre une fille, Sonia Spellen, qui est, j'ai été très proche après, et qui elle était coach, qui avait
qui animait des séminaires de développement personnel que j'ai suivis. C'est là que j'ai rencontré la PNL, en fait, il y avait beaucoup de PNL dedans. Et où j'ai vraiment trouvé pour le coup des outils qui m'ont permis d'avancer, en fait, de trouver des réponses à mes questions et d'avoir l'impression d'avancer, en fait. Donc ça, voilà, comment je me suis sorti de ma phase là, qui est assez longue, vraiment de dépression existentielle. De dire, non, mais je vois. Donc, ok, donc là-dessus, tu es sur de la PNL, c'est-à-dire de la programmation neurolinguistique. Ah ouais, je découvre la programmation neurolinguistique. Comment tu me définirais ça? Parce que c'est eux là, donc Guillaume et Arnaud qui sont juste derrière, qui Ouais. sont au cadre réalisateurs, ils m'ont posé la question hier. Guillaume, c'était le cas. Hein. J'entends un oui. Voilà, c'est ça. Et j'ai tâché de leur donner une réponse, mais je veux bien que tu leur en donnes une. Alors peut-être fallait aux origines de la programmation neurolinguistique, on est dans les années 70 avec une culture autour de la cybernétique, on est vraiment dans des débuts de réflexion autour de l'intelligence artificielle, etc. Et en fait, l'idée de la programmation neurolinguistique au départ, c'est de dire, mais il y a des gens qui sont hyper doués pour faire quelque chose. Bon, par exemple, si on prend Walt Disney, tu es hyper doué pour la créativité. Il y en a d'autres, ils ont beaucoup étudié tous les grands accompagnants, dont Virginia Satir, qui était une thérapeute qui a beaucoup accompagné en familial, etc. Ils ont Milton Erickson, qui était un thérapeute hors du commun en hypnose. Ils ont dit, mais comment ils font? Et si on pouvait, ce qu'on appelle modéliser en PNL, c'est-à-dire observer comment la personne fait, et après le coder, enfin le décrire, après on peut l'apprendre à d'autres. Donc le départ de la PNL, c'est comment j'observe l'excellence et du coup je vais pouvoir l'apprendre à d'autres. Ouais. Donc on est dans l'observation, la modélisation. C'est vrai, il y a beaucoup de protocoles en PNL. C'est des programmations neurolinguistiques, c'est des sortes de programmes. Pour moi qui suis informaticien, ça me parle bien. C'est très simple. Étape 1, il faut faire ça. Étape 2, il faut faire ça. Et à la fin, on a le résultat, puisque le programme, il est fait pour ça. Donc c'est ça à l'origine la PNL. Donc ils ont absolument étudié tout ce qui fonctionnait dans la communication, dans l'accompagnement, dans tout en fait. Donc on trouve en PNL tous les outils clés si on veut se développer personnellement ou professionnellement. Tout le coaching de sportifs de haut niveau ou de directeur de... En fait, vous faites tous, tout le monde fait de la PNL. Oui. Par exemple, je sais pas, après moi j'ai eu pas mal de formations de management quand j'étais manager dans des grandes boîtes, mais il y a la moitié des 2/3 des formations de management, c'est des outils de PNL qu'on a dedans. Pourquoi? Parce que comme c'est ce qui marche, et à un moment, ce qui marche, on va l'utiliser. Donc on va l'utiliser dans la performance, par exemple pour le sport. Moi, je fais pas mal de coaching de jeunes sportifs. J'utilise pas mal de techniques de PNL. Pour moi, la PNL est parmi des techniques les plus puissantes en préparation mentale. Donc ça peut être utilisé pour le sport, pour les examens, pour les entretiens, pour n'importe quoi en fait. Donc ça, il y a ça, mais autour de l'écoute, autour de la libération des traumatismes. Je fais beaucoup d'accompagnement de traumatisme. Cette semaine d'ailleurs, on est sur cette thématique-là dans la formation que j'anime. En fait, c'est hyper puissant. Alors, ce qui est bien, tout est bien, mais ce qui me touche particulièrement, puisque là, on va reprendre 2 secondes le côté enseignant, parce que je le suis aussi, mais pas que, mais ça me plaît énormément de transmettre et d'accompagner, c'est ton choix d'accompagner, de te focaliser en tout cas sur l'accompagnement des jeunes. Et pour ça, il me semble bien, alors je peux confondre, mais tu vas reprendre une école. Tu vas d'abord être dans... Ouais, il y a plusieurs étapes avant que tu arrives à Elevatio. Ouais, c'est ça. Alors moi, quand je découvre la PNL, en séminaire, puis après, moi, je suis venu me former avec toi. Mais en fait, la première réaction, c'est je suis hyper en colère. Parce que d'abord, ça fait 5 ans que je galère comme un malade. J'ai failli me dire que j'arrête là, que ça ne méritait pas trop cette vie, etc. Comme un malade, avec aucune clé à part des antidépresseurs. Et là, tout d'un coup, je découvre toutes les réponses, en fait. Enfin, tout ce qui me manquait, quoi. Donc, je me dis, mais pourquoi ils ne m'ont pas dit ça plus tôt, en fait? C'est bien sympa, le psychiatre, mais pourquoi il m'a pas... Je me rappelle, le psychiatre, j'avais dit, mais je ne vais pas venir toutes les semaines vous voir. Le seul truc que je fais, au pire moment, c'est le seul truc que je fais de la semaine, c'est venir vous voir une demi-heure, quoi. Franchement, c'est pas une vie, quoi. Je ne vais pas être toute ma vie comme ça. Il m'a dit, non, mais non, vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Ah, vous allez voir, il y a un moment. Ok, c'est quoi c'est les valeurs. Je dis, génial, un truc intéressant, quoi. Puis là, il me fait un schéma avec des enzymes du cerveau et tout. Je repars avec mon schéma, mais je ne sais pas quoi faire dans la réalité. Quand je suis arrivé en PNL, il me dit, les protocoles pour travailler sur les valeurs, c'est hyper simple. J'étais assez en colère, en fait. Et ce qui est venu tout de suite après, en fait, c'est une sorte de colère de dire, mais finalement, même, pourquoi on ne fait pas ça à l'école primaire?
parce que parce qu'en revoyant un peu mon histoire, je me dis, c'est à l'école primaire que j'aurais eu besoin de ça. Mon saut de classe là, du CPS, j'aurais peut-être géré le truc autrement en fait, si j'avais eu un petit peu des choses comme ça. Ouais, enfin, soit la matière, soit un peu du soutien ou de l'accompagnement, etc. Et ça a été un peu le début de mon engagement pour les enfants. Au début, vraiment, quand je parle de jeunes, au début, c'était vraiment les enfants. Et puis, finalement, toutes les personnes avec qui j'étais, ou quand j'animais les séminaires, ou en PNL, bah, beaucoup avaient la même réflexion, en se disant, mais... et pour le... Bon, ils ne l'avaient pas forcément pour eux-mêmes, a posteriori, mais ils l'avaient un peu pour leurs enfants. En disant, vous ne voulez pas faire quelque chose pour nos enfants, ce serait trop top s'il y avait quelque chose pour les enfants. Du coup, avec Sonia, on a monté les colos d'Unisson, où c'était en gros des séminaires, mais pour des enfants. On prenait des 8-15 ans. On a fait ça à Annecy, on louait une résidence universitaire, on fermait la grille pour ne pas en perdre, et puis on avait 40 gamins en fait. Et pour tout le week-end. Ils en sortaient comment? Qu'est-ce qu'ils vous en disaient? Parce que c'est votre expérience. Ah, mais ils trouvaient ça génial, parce que en fait, alors ils venaient, soit ils allaient bien et ils venaient pour apprendre des choses, ou alors parce que les parents les avaient un peu poussés, ils ne savaient pas trop, mais donc du coup ils vivaient des moments assez géniaux. Soit ils arrivent, bon, tous les uns ou les autres, ils avaient quand même un peu leur petite faille ou leur handicap, etc. Je me rappelle d'une petite fille, je crois que c'est un énorme ancrage, c'est un souvenir en PNL, que j'ai une petite fille de 7 ans et elle arrive à pleurer, et puis on lui faisait se dessiner les petits, puis elle se dessinait en pleurant et tout, et elle dit mais j'ai perdu tous mes grands-parents en fait, tous mes grands-parents sont morts. Et donc cette petite fille, ça faisait 3 mois qu'en fait elle pleurait. Et qu'elle n'arrivait pas à sortir de son truc, parce qu'à 7 ans, on ne fait pas son deuil. On ne va pas au cimetière, on ne fait rien, quoi. On ne voit pas à l'hôpital, on ne va rien. Et donc, on est privé de deuil, en fait, parce qu'on est trop petit. Et c'était compliqué. Et cette petite fille, pendant 20 minutes, j'ai fait un petit protocole de PNL, qu'on appelle un brouillage. Et juste en discutant avec elle, genre, c'est comme si on faisait du dessin animé ou du dessin. Et au bout de 20 minutes, elle a dit au revoir à sa grand-mère. Je suis ému. Et elle est repartie avec le sourire, elle a joué avec les autres en fait. Et ça faisait 3 mois qu'elle pleurait. Et les parents disent qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Donc là, bon, on était dans un truc un peu particulier. Mais pour d'autres, c'était, ils ne se faisaient pas de copains à l'école, ou d'autres, ils étaient nuls, ou ils étaient ceci, ou cela. Et dans un espace comme ça de 2 jours, en fait, eux, ils trouvaient parfois leur propre solution. Soit on pouvait les accompagner un petit peu plus spécifiquement dans le cadre du collectif et un peu individuel, pour les aider à passer ça. Donc j'ai des souvenirs d'enfants qui travaillent leurs valeurs, qui travaillent leur projet de vie, et c'est des choses qu'on peut travailler à 10 ans en fait. Et c'est pas parce qu'on le fait à 10 ans qu'on va le graver dans le sang, enfin on va le signer dans le sang, etc. Et ça changera peut-être 50 fois, mais c'est pas très grave, ça fait travailler, ça fait se projeter, juste travailler, tiens, les émotions en fait. Ah bah moi, j'aime pas la colère. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu as peur de la colère, etc. Et de voir l'enfant qui au bout de 2 jours peut dire je suis en colère là, c'est génial en fait, parce que sa vie elle a été déviée, enfin il y a quelque chose dans la trajectoire qui a été dévié forcément. Et je pense que, ça serait intéressant effectivement que ça soit beaucoup plus déployé. Alors ça marche aussi avec la CNV, la communication non violente, qui se développe de plus en plus, parce qu'on bosse avec les instituts aussi, nous, puisque moi je suis en collège particulièrement. Mais c'est vrai que tu vois, sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au niveau collège, parce qu'il y a une errance à un moment, il y a une perte de repères, ce qui est normal, ça change. Mais c'est vrai que les rassurer ou leur proposer effectivement, ou former des enseignants, tu vois, ces petits protocoles qui peuvent rassurer des mômes et changer leur vie, parce que en fait, ce dont ils ont besoin, c'est de la confiance. Enfin, qu'on croit en eux, clairement. Pour moi, c'est de l'écoute. Et de la foi entre guillemets, qui n'est pas une foi religieuse, mais qui est une confiance dans l'avenir, donc quelque chose de... Moi, j'appelle la foi, on pourrait mettre une confiance avec un grand C en fait. C'est de dire, ok, ça va bien, va bien se passer. Et parce que ça change tout en fait, de se dire que ça va bien se passer plutôt que d'être focalisé sur la peur. C'est pas du tout le même. Non, mais je le vois, et c'est ce qui me... Alors, je ne sais plus à qui j'en parlais, mais c'est vrai qu'au début, je ne croyais pas que la parole d'un enseignant avait autant de portée en fait. C'est énorme. Et c'est énorme. Et plus j'avance, et je crois que c'était avec Paul dont j'en parlais, et maintenant je me rends compte effectivement de toute cette responsabilité que j'ai. Mais en même temps, je vois en eux, tout comme tu vois quand ils arrivent, ce qu'ils ont comme possibilité d'émergence, quoi. Et c'est vrai qu'il faut les accompagner là-dedans, c'est hyper important. Mais ça demande effectivement un temps de regarder comment ça se passe. Sauf que nous, avec des classes de 30, il faudrait réduire... C'est super compliqué.
Donc Ouais, ce qui me frappe le plus parce que bon, aujourd'hui j'accompagne beaucoup d'enfants et de jeunes en fait, au début quand je faisais ça, ce qui me frappait le plus, et ça me touchait d'ailleurs, je disais mais comment c'était notre séance? Ah, c'était génial. Je dis, mais qu'est-ce qui était génial? Je savais pas qu'on pouvait m'écouter. Et ça, je l'ai eu plein de fois au début. wow. Franchement, ça me serrait les tripes, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Et je dis, mais ça veut dire un enfant à 8 ans ou quelqu'un jeune à 12 ans ou 14 ans, en fait, eh ben, il ne sait pas qu'on peut l'écouter. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui l'écoute. C'est ça. Et en fait, en réfléchissant, ben oui, c'est vrai, il n'y a personne qui les écoute. Pourquoi? Parce que ben, les parents, ils ont 50 000 trucs à faire, et puis ils n'ont jamais appris à écouter. Donc à la base, ils ne savent pas forcément non plus, quoi. Donc ça s'apprend. Et puis, ils ont plein de choses à faire, en fait. Ils travaillent, ils gèrent la maison, ils font à manger, etc. Et puis, les enseignants, ben, ils en ont 30 en classe. Donc, quand ils sont en groupe, ben, il faut qu'ils transmettent. Puis la récréation dure 10 minutes. Puis eux aussi, ils n'ont pas toujours appris à écouter. Et donc, c'est pas si simple que ça. Et puis les copains, ben, on ne peut pas parler de tout avec les copains. C'est juste. Et il y a de la pudeur, il y a plein de choses qui se jouent, surtout à l'adolescence. Puis enfants, ils osent pas trop, ils savent pas trop, mais à l'adolescence, il y a plein d'autres choses qui se jouent avec les copains. Et donc en fait, ils ne peuvent pas trop en parler. Et les autres professionnels auxquels ils pourraient parler, ben, en général, ben, si c'est psychologue, c'est infirmier, il faut être malade. Et ils n'ont pas envie de ne pas aller bien en fait. J'en ai plein par exemple qui sont victimes de harcèlement, ils ne veulent pas aller voir un psychologue, ils veulent pas, parce qu'ils veulent, ils se sentent pas malades en fait. Oui. Et donc ils veulent trouver leur propre solution. Et pour ça, ben, faut être écouté, parce que si on n'y arrive pas tout seul, c'est-à-dire on a besoin d'écoute pour accéder à tu vois, ma génération, enfin, et ce que tu racontes, c'est vrai, on s'était considérés comme des fous, enfin, t'allais voir le site, t'étais fou, il y a un truc qui va pas. Et tu vois, là, ça fait, je dirais, 5 ans vraiment que, enfin, depuis le Covid, enfin, où il y a vraiment une accélération, que ça a commencé à switcher. C'est-à-dire que maintenant, on en discute en cours, et le fait d'aller voir quelqu'un… C'est plus simple, c'est plus c'est tellement plus simple. Et alors, il y a aussi quelque chose qui est apparu, c'est les réseaux, où tu as quand même beaucoup de gens qui sont sur les réseaux, dont toi, des personnes qui vont accompagner, qui vont donner des tips, tu vois, et dire c'est pas grave, ou le harcèlement, parce qu'on parle de harcèlement, et c'est vrai que j'ai eu une classe là où c'était vraiment très compliqué sur ce mode de fonctionnement, parce qu'ils n'ont pas appris à vivre ensemble. Il y a ça aussi qui joue, c'est que le Covid les a énormément éloignés les uns des autres, et que ça marche aussi dans le fait d'avoir une communauté de compréhension, d'échange, etc. Et le meilleur moyen en même temps, ça serait d'apprendre effectivement à s'écouter. Et c'est difficile sur des classes de 30, on le disait. Alors j'ai cette chance d'avoir, là ils sont derrière, c'est des anciens élèves, mais j'ai cette chance d'avoir moi le latin, ou ce qu'on appelle le latin aujourd'hui, c'est LCA, la langue et culture de l'Antiquité, qui me permet d'avoir des effectifs moindres et d'aborder des sujets qui sont beaucoup plus larges. Et je pense que de par mon parcours de vie, moi aussi, j'ai tendance à les accepter du genre venez comme vous êtes, viens à McDo, nickel, c'est la fête. Mais venez comme vous êtes, et je leur transmets effectivement, j'ai plus de temps. Parce que j'ai moins de nécessité, tu sais, par exemple, je n'ai pas de bac à préparer avec une échéance extrêmement marquée, et je peux leur parler de la vie, on peut échanger sur des sujets comme la philosophie, par exemple, en troisième, sur la manière de concevoir la vie, et d'une certaine manière les accompagner, et je sais que c'est beaucoup plus utile, et on s'aperçoit sur des projets, c'est-à-dire une concrétisation, tu vois, une écoute et une concrétisation, que ça change leur vie, effectivement. Ah bah clairement. Vraiment. Et toi, ce que tu fais effectivement sur la primaire, qui est le moment effectivement où le cerveau a tendance à ancrer les bases essentielles en fait de fonctionnement, tu les amènes, parce que tu les amènes en fait d'une certaine manière, même si tu les écoutes, tu les amènes à se découvrir eux-mêmes et à être meilleur avec soi-même en fait, plus bon, à moins être dur aussi, je trouve. Ah bah ça, oui, beaucoup. Ouais. Ça c'est un enjeu. Après moi je suis toujours en posture de coach, donc je les amène, mais en questionnant et en les aidant à trouver eux leur propre solution. Quoi. Mais de toute façon, ils ne pourront pas faire autre chose que ça les autonomise énormément dans la réalité. Et puis ce que je trouve, moi j'adore les petits. En fait, le coaching de jeunes, on ne parle pas d'enfants, ça n'existe pas, le coaching d'enfants nulle part. Il doit y avoir 2 bouquins dans le monde, ils sont en anglais. Et je pense de la même manière où il y a 10 ans on disait le coaching de jeunes, non, le coaching c'est pour des managers dans une entreprise, et les jeunes on les coach pas. Aujourd'hui quand je parle du coaching des enfants, on regarde avec des grands yeux, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. Mais dans la réalité, je trouve que c'est l'âge où on fait des choses assez incroyables, parce que avant 11 ans tout est facile en fait. C'est ça. Quand je pose une question, j'ai une réponse, quoi. C'est cash, quoi. Donc c'est hyper efficace, quoi. Comment tu pourrais faire autrement? Je pourrais faire comme ci, comme ça, comme ça, et si on essayait, pouf, pouf, pouf. Et puis voilà, en 40 minutes,
on passe de 0 à 17 en histoire parce que juste on a trouvé une autre stratégie qui est plus sympa et que le petit démon là qui dit que c'est nul, on l'a transformé voilà, un doudou qui est plutôt soutenant et que maintenant c'est bon quoi. Il n'y aura plus le démon qui arrêtera au milieu du doigt et puis voilà, c'est des choses aussi bêtes que ça. Et avec les petits, on est dans un monde de dessin animé, donc dans un monde de dessin animé, tout est malléable et tout ce qui est bien, on le prend, pouf, et ça va vite. Tant que genre les vieux à 40-50 ans comme nous, c'est tellement gravé depuis un moment que des fois, Il faut se lever le matin. le temps de ramollir la croyance qui dit que c'est comme ça et pas autrement, il faut un petit moment quoi. Des fois, des années et des années. Donc avec les enfants, il y a cette magie un petit peu comme ça qui fait que c'est plus facile en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a moins de barrières. Ouais. Et puis après, il grave pas des trucs. C'est le gamin qui grave qu'il est nul pendant 15 ans. C'est difficile après, je sais. Ça va être compliqué qu'il réussisse ses études, une carrière, etc. En fait. S'il n'est pas accompagné, ça va être compliqué. Difficile. Ouais. Et ça, je pense que ce qui me touche, c'est pour ça que quand je forme des enseignants à la posture technique de coach, je les interpelle beaucoup sur écouter ça. Les petits je suis nul, j'y arriverai jamais, etc. Parce que c'est aussi. Là, je suis intervenu dans une école, à l'école Maria Mater à Roquefort-les-Pins, où il y avait l'école primaire et en plus, parce que c'est une école maternelle. Donc en fait, on a formé tout le monde. Et en fait, dès les premiers mots, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec ça. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'école primaire, de l'école primaire. Enfin, je ne suis pas un spécialiste d'enseignement. Par contre, je suis un spécialiste du coaching. Donc moi, je partage, et puis dans des formations comme ça, avec des enseignants, je partage. Et après, eux, chacun à son niveau de classe, etc., a adapté ce qu'on avait fait ensemble pour eux, parce qu'eux, ils ont vécu, et après, chacun a adapté. Et c'est intéressant parce qu'ils ne font pas la même chose en moyenne section que CM2, forcément. Ce n'est pas du tout les mêmes trucs. Et pourtant, ils partent de la même intention au départ. Et voilà, je reviens sur là où j'étais, c'était vraiment d'écouter tous ces petits mots là qui à un moment vont se graver et vont mettre de la rigidité. Et ça change complètement la donne en fait. Si on les détecte assez tôt, ils n'ont pas le temps de se graver en fait. Donc, il y a un truc qui est fascinant, parce que je te regarde parler et je t'écoute attentivement, c'est que tu en parles avec. Enfin, tu t'animes, tu vois, quand tu en parles. Et ça me permet de rebondir sur Elevatio, justement, qui est ton école de coaching, qui est dédiée aux jeunes, mais jeunes, chez toi, c'est large. Ouais, jeunes, c'est 8-25 ans. Ouais, quand les jeunes, par exemple, si on prend Génération 15-25, qui est l'association des coachs de jeunes, c'est 15-25. C'est ça qui est à peu près ciblé. Dans la réalité, il y a des enjeux un peu orientation et tout, un peu plus tôt au collège. Et puis aujourd'hui, les jeunes, ça va même plus loin en fait, parce que déjà, il y en a, ils font 10 ans, 14 ans d'études, donc ils ont toujours des enjeux de jeunes, même plus grands. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, après 1 ou 2 ans d'expérience, ils se retrouvent au point de départ en se disant que je suis au bon endroit, finalement pourquoi j'ai fait ces études-là, etc. Tout ça, c'est des enjeux de jeunes, donc même dans les 2-3 premières années professionnelles, on est encore dans des enjeux de jeunes, donc c'est plutôt 15-28. Voilà. Moi, après, je pense que c'est plus 8, c'est CP quoi. Et toi, tu formes des coachs aussi pour Alors oui, moi, quand je me suis formé au coaching, au début, je ne voulais pas être coach. Et puis, moi, je me suis dit, ok, je veux bien être coach, mais je veux des croyances sur du coaching. Et je veux bien être coach, mais ça va être pour les jeunes. Puis en fait, ma meilleure amie a créé Elevatio en 2012. Elle est très engagée en fait dans l'accompagnement des jeunes. Et puis, donc, je me suis formé dans son école. Après, et là, donc, pour les jeunes, ça me motivait bien. Et puis en fait, comme elle a aussi un gros engagement pour le climat et qu'elle n'arrivait pas à sauver le climat tout en maintenant son école, elle dit je vais arrêter l'école. Et pour moi, c'était impossible. C'est la seule école en fait de coaching qui est spécialisée dans l'accompagnement des jeunes, dans la formation à l'accompagnement des jeunes par le coaching. Pour moi, j'y crois tellement, je vois tellement les résultats que je me dis mais c'est impossible que dans la francophonie, on ferme la seule école au XXIe siècle qui forme des coachs pour accompagner les jeunes, quoi. Et donc je me suis retrouvé au directeur de l'école, mais au départ c'était plus grand que moi en fait. J'ai dit non, c'est pas possible quoi, donc voilà, il faut que je m'en occupe. Et voilà comment j'ai repris cette école. Juste après, en me rendant compte, après avoir pris la décision, qu'en fait ça avait énormément de sens par rapport à toute mon histoire et aussi l'ambition que j'avais, parce que on travaille dans la mission de vie, à un moment, on travaille à la dimension de l'ambition, c'est je peux vouloir nourrir les autres, mais si ma ambition c'est le quartier, je peux faire un super boulanger, faire du pain de qualité pour mon quartier. Mais si je sens que mon ambition c'est le monde entier, je ne vais pas pouvoir faire boulanger, quoi. Si je fais le pain moi-même, ça va poser le problème. Je ne vais pas faire du pain pour le monde entier. Et en fait, moi j'ai
chaque fois que, enfin, je me rappelle cette petite fille, j'avais accompagné avec la mort de sa grand-mère là. J'étais hyper triste en fait après. Et à chaque fois que j'ai accompagné un enfant, je suis souvent triste. Parce que je me dis, il y en a combien d'autres qui vont rester des semaines avec leur truc en fait. Et ça, pour moi, ça a appelé une ambition importante. D'où ma question. Et donc l'école. Ouais. Je me dis, je ne vais pas aller voir m'en occuper de tous, enfin, avec toute humilité, mais je vais pas m'occuper de tous les enfants en fait. Donc comment il faut faire? Il faut former des coachs, donc ça à l'école. Et puis même former des coachs, ça ne suffit pas quoi, parce qu'on peut mettre un coach dans chaque classe, voilà, ça ne suffit pas. Donc au sens large, il faudrait former les enseignants, enfin, et donc, tes coachs formés, il faut former les enseignants. Donc moi j'ai redémarré l'école pour former des coachs et tout. Là, voilà. Parce que ce qu'on apprend, on apprend tellement avec plus de plaisir. Quand on apprend, c'est mal formulé, mais on apprend beaucoup plus facilement avec du plaisir. Et si effectivement, nous en tant qu'enseignants, on arrivait déjà à se détacher un peu du truc de résultat absolu et les amener effectivement à prendre plus de plaisir, ça serait quand même par des moyens techniques, des outils, ça gagnerait du temps. Ouais. Et alors il y a une autre chose que je me suis rendu compte au début quand j'ai eu les premières promotions. Et ça a été flagrant, je ne sais pas pourquoi, dans ma première promotion, on a 25 à 30% d'enseignants dans une promotion. Et on les fait en vacances scolaires, de manière à ce qu'ils puissent venir se former, parce que c'est vraiment compliqué pour se former pour un enseignant. Et donc, la première promotion, il y avait 3 enseignants. Et à un moment, on discute ensemble. Et en fait, je les avais eu quand je les avais recrutés en tant que stagiaires. Franchement, ils en avaient marre. Ils venaient là pour se reconvertir en fait, parce qu'ils en avaient marre d'enseigner. J'y arrive pas. C'est la grande crise actuellement. Ouais, dans la crise, on l'entend beaucoup en fait. J'ai l'impression de ne pas pouvoir aider mes élèves à la hauteur de ce que je voudrais, etc. Et donc, c'était un peu, en s'éloigner de ce que je fais actuellement. Et c'est une motivation un peu de rejet. Et ce qui a été hyper intéressant, c'est d'avoir les feedbacks. Après, ils ont fait, la formation est comme ça, il y a 4 jours pour apprendre la posture de coach. Donc c'est 4 jours, c'est pas énorme en fait, c'est un tout petit morceau de la formation. Et après, ils repartent pendant 1 mois et demi, puis après, ils reviennent. Et quand ils sont revenus, c'était vraiment intéressant, parce que les 3, c'est j'ai redécouvert mon métier, je reprends du plaisir à enseigner, j'ai l'impression de vraiment pouvoir aider mes élèves. Mais vous faites un autre métier, vous avez changé de poste, c'est toujours le même poste en fait. C'est le même poste. Non, en fait, je fais la même chose qu'avant, sauf que maintenant je sais écouter, je sais poser des questions ouvertes, je sais changer ma posture. Alors forcément, quand je suis enseignant, quand j'enseigne, j'ai une posture haute de transmission. Mais à la récréation, c'est peut-être que 10 minutes dans la journée, mais 10 minutes ça peut être clé. Les élèves ils viennent me poser une question, je me mets dans la posture de coach. Et c'est pas du tout la même chose en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc c'est pas forcément que pour l'élève. J'ai trouvé que la dimension pour l'enseignant était extrêmement intéressante aussi. Puis nous, après, on a monté les formations spécifiquement pour les enseignants, pour les écoles, en intra, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je veux développer parce que je pense qu'il y a un il y a un engagement. Ouais. Et c'est pas que pour les enseignants. Hein. J'ai des personnes qui travaillent au milieu hospitalier, qui viennent se former. Oui, mais on est dans l'accompagnement quoi qu'il en soit. Et ils sont en pédiatrie, etc. Et pour aider les enfants ou les jeunes à guérir plus vite, c'est super important de poser des bonnes questions, d'apprendre à parler positivement, de manière à motiver, etc. Là, j'ai des CPE, c'est absolument génial, parce que c'est encore un autre poste en fait. Et j'ai une CPE, Corinna, elle est fantastique. Elle me dit... j'ai révolutionné le métier. C'est plus du tout le même collège depuis que... Elle est au milieu de la formation. Elle dit, quand j'arrive dans la cour, 500 élèves. C'est plus la même cour de récréation, en fait, parce que je suis plus la même. Et donc, je ne vois plus des problèmes partout. En fait, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je te remercie énormément déjà. Voilà. Pour ça. Et la grande question pour finir. Oui. Enfin, il y en a plein, mais on va prendre celle-là. Comment tu te vois ou tu vois tout ce que tu mènes dans le futur? Ta projection? Alors moi dans le futur, je suis encore dans la phase d'exploration là, mais je commence à bien avoir senti les différentes dynamiques, etc. Et je me vois vraiment dans un... Et vraiment j'ai commencé ça. Je me vois dans une identité, j'allais dire de leader, mais c'est vraiment le leader qui fédère ou qui donne envie d'eux, ou qui dit allez on y va ensemble, et qui connecte. Moi j'ai toujours été aux passerelles, dans l'informatique, j'ai fait tous les métiers, toutes les fonctions, tous les trucs, je dis toujours à la passerelle, comprendre chacun et avoir une vision globale des choses, et vraiment à mettre les gens ensemble et à lancer des projets en fait avec les envies des uns ou des autres.
parce que ça fait aussi partie de ma mission. Je sais pas, dans l'école, il y a plein de nouveaux enseignants, parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient la fibre, qui ne savaient pas forcément encore et qui avaient quelque chose à partager. Et bien, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont envie de faire des choses autour de la jeunesse, qui ne savent pas forcément comment, qui n'ont pas forcément la structure, etc. J'ai envie de faire ça, et vraiment dans l'idée d'aller former le maximum de personnes, de ceux qui sont au contact des jeunes, à ces outils, à une posture de coach, à des outils qui sont intéressants dans le coaching, pas forcément pour qu'ils deviennent tous coachs, mais qu'ils puissent avoir ces cordes supplémentaires à leur arc pour mieux accompagner en fait les jeunes dans le cadre de leur activité. Et c'est pas simple, parce que voilà, les structures elles sont lourdes, parce que les croyances des fois elles sont un peu rigides, parce qu'il n'y a pas de financement, parce que... Mais comme moi j'aime bien les challenges, il n'y a rien de tout ça qui est vraiment un problème, et que je me dis que j'avance là où je sens que l'eau elle peut passer, il n'y a pas trop d'obstacles. Et puis finalement je fais plein de connexions et je fais plein d'expériences. Et l'année dernière j'ai dit ok, je vais aller travailler dans une école primaire, on va monter un truc, j'ai trouvé une directrice d'école qui est passionnée, on a fait franchement c'est exceptionnel les retours qu'on a. Je travaille avec des missions locales, voilà, je fais différentes expériences. Ça fait longtemps que je travaille dans le supérieur, que je fais des choses dans le supérieur, c'est vraiment hyper intéressant. Et voilà, aller faire ces expériences-là et monter de nouvelles formations qui soient adaptées en fait, à ces différents publics. Et pour le coup, dernièrement, j'ai aussi l'hôpital qui vient me chercher, ça vient me reconnecter à une autre partie, à une autre fibre de mon histoire, de me dire il y a des hôpitaux. Et je suis admiratif de l'hôpital de Cannes qui a formé de ses employés au coaching pour mieux accompagner les jeunes à l'hôpital. Franchement, ça me touche beaucoup, la santé et la santé des jeunes en particulier. C'est sûrement quelque chose que je vais développer. Pour l'instant, je ne peux pas me disperser trop, mais c'est quelque chose que je développerai derrière, bien sûr. Je te remercie beaucoup. Avec C'était grand plaisir.